Extra. Hello! Pour cet été, pendant que je prends un repos bien mérité loin de tout, je ne voulais pas vous laisser sans un épisode de Mediarama. Alors je vous ai concocté un programme, un cycle sur les newsletters, avec un épisode original et 4 rediffusions. Chacun de ces épisodes, à sa manière, incarne un modèle, une vision du média newsletter, soit très business, par exemple avec l'épisode de Snowball de Johan Lopez, newsletter plus incarné et engagé avec l'épisode des Glorieuses de Rebecca Amselem, un épisode sur TTSO, Time to Sign Off de Romain Delsalle, l'emblématique newsletter, et une peut-être plus décalée avec Lorraine Boudard de Tech Trash et Climax, où elle annonce le lancement de Climax notamment. Et cet épisode original dont je vous parlais avec Léry Giquel du Concentré Vélo qui lui explique comment il s'est lancé dans les newsletters avec notamment du no-code. Cet été, on monte son niveau de jeu sur les newsletters. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. On poursuit quelque part pas le fil rouge, mais un des thèmes que j'aime beaucoup, les newsletters. D'ailleurs, ça va être le cycle spécial de l'été. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Léry Giquel. Alors, est-ce qu'on dit bien Giquel ou Giquel? Pardon. Giquel. J'aurais dû te le demander avant, mais bon, c'est tant pis, on se lance, c'est ça aussi, Mediarama. Donc, Giquel, fondateur du Concentré Vélo. Léry, bienvenue. Eh ben, merci pour l'invitation, François, c'est très cool. Voilà, on s'est rencontrés autour d'un post sur LinkedIn. Voilà, je sais plus exactement qui, mais te pinguait sur un post et puis en disant voilà, ça pourrait faire un épisode de Mediarama. Je t'ai pris un peu au mot. Voilà, donc t'étais pas forcément censé être dans Mediarama, mais en fait, voilà, je trouvais ça assez rigolo quelque part de mettre en avant une initiative, un jeune média, parce que c'est un média, c'est une newsletter, on en a parlé, et voilà, donc pour découvrir un petit peu ce que tu fais, et alors rapidement ton parcours, tu as un parcours pour le moins atypique, hein, puisque tu as travaillé à la Cour des comptes et pour beta.gouv.fr. Alors je connaissais pas du tout cet incubateur d'État, et en même temps, bah voilà, il te semble que tu as une vraie passion pour le vélo, et donc tu fais pas mal de choses autour du vélo, dont cette newsletter Concentré Vélo. Est-ce que tu peux rapidement quand même expliquer ton parcours? Est-ce que tu te sens un homme de médias? Eh ben, c'est une super question. D'ailleurs, c'est la première réponse que je t'ai faite quand tu m'as proposé de participer aujourd'hui. Je t'ai dit, écoute, je pense que je serais un peu un imposteur de venir derrière le micro. Et puis, au fil des discussions que je peux avoir, notamment avec les collègues de Creatis qui m'ont aidé sur ça. Exactement. Et d'autres, je me suis dit, bah allez, on y va. C'est pas tous les jours. J'imagine que tes auditeurs vont écouter un solo entrepreneur média basé à New York sur une niche qui est le vélo et la mobilité à vélo. Donc, pour ce qui est de mon parcours, moi, je fais des études de droit et de sciences politiques à Lyon et à Toulouse. Ensuite, déterminisme classique, j'ai passé des concours administratifs, j'ai bossé en collectivité. J'étais DGA d'une commune, donc directeur général adjoint d'une commune près de Lyon. C'est là que j'ai eu mes premiers cheveux blancs. Ça a été très, très formateur. Ensuite, j'ai bossé à la Cour des comptes, effectivement, où j'ai contrôlé des organismes publics. Et puis, je pense que j'étais un peu lassé de la prise de décision, des process, de la difficulté parfois à avoir des résultats dans l'action publique. Et j'ai découvert BetaGouv, qui est un incubateur de start-up d'État. On pourra en parler si ça t'intéresse. Ouais, rapidement, parce que ça fait partie autour de l'entrepreneuriat, des incubateurs, etc. C'est des choses qu'on évoque parfois sur Mediarama, et donc là, j'étais un peu curieux. Si tu peux présenter ce que c'est en quelques minutes. Ouais, bien sûr. C'est un programme qui vise à créer des services publics numériques à fort impact et avec une approche, une méthode qui est, donc je vais jargonner, je m'en excuse pour les oreilles des auditeurs, Lean Startup, c'est-à-dire que notre objectif, c'est pas de faire des plans ou des grands projets, parce que moi, j'ai bossé à la Cour, c'est suffisamment documenté pour démontrer que ça ne marche pas. Que très, très rarement, tu vois, je vais être hyper poli là, mais en fait, pas trop. Et donc, ça a été créé il y a en 2015, je crois, avec un objectif simple, c'est réunir des penseurs et des faiseurs et arrêter de cette distinction. Et pour le dire encore plus simplement, identifier des agents publics qui n'ont pas une idée ou une super solution, parce que ça, on n'y croit pas trop, mais plutôt qui ont identifié un vrai problème rencontré par les usagers, les agents, les entreprises. Et on va lui associer un ou plusieurs développeurs, un designer, un data scientist, ça dépend de la taille des équipes. Et ensemble, ils vont essayer de résoudre ce problème
le plus vite possible à une toute petite échelle et démontrer de la valeur très très rapidement, comme le ferait une startup qui a besoin de démontrer qu'elle apporte quelque chose, un premier service sur une première cible. Et puis si ça fonctionne, tester sur une deuxième cible un peu plus large ou une deuxième zone géographique un peu plus large et grandir comme ça et surtout rester centré sur les besoins de ses utilisateurs. C'est le principal parce que tout change très vite. Même l'idée de départ ou le problème identifié initialement peut évoluer parce que la loi change, les technologies changent, les usages changent, et de grandir comme ça. Et en réalité, la plupart des gens connaissent des startups d'État. Je pense que toi, tu es peut-être plus familier si je te parle du Pass Culture, par exemple. Ouais. Voilà, c'est une startup d'État, mais il y a aussi Démarche Simplifiée, qui est une solution qu'on utilise de plus en plus pour répondre à une sorte de formulaire en ligne plutôt accessible. C'est pas Typeform, mais quand même, ça se rapproche d'un outil vraiment facile à utiliser pour chacun. Et il y en aurait plein d'autres comme Pix, qui est une très très grosse startup d'État qui permet de certifier ses compétences numériques très facilement dans les lycées ou à l'université. Je pourrais en citer plein dans tous les secteurs. Ouais, plus d'une centaine. En tout cas, ça marche, quoi. Ça fonctionne, ouais. Ça fonctionne dans l'État. Et alors, fast forward, comment tu passes de ça, où tu es animateur dans cet incubateur, à l'entrepreneuriat dans l'écosystème dans le vélo, parce qu'en fait, tu as toute une galaxie de petits services que tu as créés. Tu peux nous raconter un petit peu tout ça, dehors de cette newsletter, puis comment tu en arrives là? Je pense que le fait de travailler dans un incubateur avec beaucoup d'indépendants, de freelance, de développeurs, de chefs de produits, moi, j'étais très, très impressionné. J'avais l'effet waouh, entre guillemets, très, très facile lorsque je voyais ce qu'ils étaient capables de faire avec du code. Et j'ai voulu, à mon tour, essayer de résoudre des problèmes dans le secteur du vélo parce que c'est un secteur qui m'intéresse. Alors, je le dis tout de suite, moi, je connais absolument pas les résultats du Tour de France et ça m'intéresse, mais pas du tout. Quand je parle de vélo, quand on va parler vélo tous les deux, je pense qu'on va surtout, en tout cas moi, je vais surtout être capable de te parler de mobilité à vélo, des usages à vélo, de la culture vélo, qui est encore avec un segment spécifique. Et donc, comme le fait Betagouv, je suis désolé d'en reparler, mais je suis allé chercher un problème simple qui touche une population très ciblée et j'essaie de regarder ce que je pouvais leur apporter. Et donc, le premier projet que j'ai lancé, c'est un blog, rien de très original, sous Jimdo, pour ceux qui connaissent cet éditeur, et qui visait simplement à donner des conseils pour dénicher des vélos d'occasion, parce que tout le monde n'a pas un oncle qui s'y connaît ou un atelier de réparation près de chez soi. Et donc, tout simplement, j'ai documenté comment trouver facilement un vélo d'occasion. D'accord. Et quel modèle économique? Clairement, c'était du side project, c'est le soir et le week-end, et c'est de la pub Google Ads et quelques liens d'affiliation. Mais franchement, plus pour l'apprentissage, me dire, OK, j'ai compris comment marchait cette mécanique, et d'une certaine manière, c'est très, très utile quand on consomme ensuite du média pour faire la distinction entre ce qui relève d'un article purement référencé pour Internet et Google, d'un article réalisé par un journaliste, un pigiste ou autre, qui va chercher à apporter autre chose que simplement du clic. Ouais, carrément. Donc voilà, donc très très SEO, et puis c'est de craquer un peu le code, essayer de comprendre comment tu peux faire tout ça. Donc ça, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 1 an et demi? Non, ça, Velox, ça a 8 ans à peu près, 8-9 ans, et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans l'écosystème vélo, parce que j'y étais pas du tout, c'est comme ça que j'ai fait mes premières rencontres, et il y a 1 an et demi, j'ai lancé le Concentré Vélo. Je pense que c'est plusieurs choses, enfin, c'est toujours plusieurs raisons, mais la première, c'est qu'il existait un site de curation d'actualité sur le vélo qui s'appelait Actu Vélo, et je sais pas si tu te souviens, mais OVH avait une partie de ses serveurs qui ont brûlé. Ouais, il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, exactement, ouais, 1 an et demi, 2 ans. Et ce site n'a jamais ressuscité, il s'est jamais remis de cet incendie. Donc, voilà, c'était un site de curation qui était plutôt intéressant, je consommais un petit peu. Et 2 ou 3e confinement, je sais plus c'était lequel, je commençais à consommer de la newsletter, notamment Tech Trash, que tu as déjà reçu ou d'autres. Et je me suis dit, eh ben on y va. Et si je faisais moi aussi ma newsletter pour partager mes apprentissages dans le secteur du vélo. J'avais une base d'emails que j'avais laissé traîner sur mon site il y a très longtemps. Puis j'ai démarré comme ça. Et c'était parti. Le Concentré Vélo. Alors, ce qui m'intéresse là, puisqu'on a parlé justement un peu des apprentissages, tu dis que tu as écouté des épisodes de Tech Trash, etc. Comment tu t'es lancé? Puisqu'en fait, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent. Tu vois, on en parle souvent, des Substack, il y a des Mailchimp, il y a des choses qui sont très simples, mais t'as réfléchi un peu à tout ça, ou t'y allais en disant, bon, j'y vais, je fais créer mon contenu, quelle démarche? En fait, je suis aussi un des administrateurs d'une association qui s'appelle No Code France, qui regroupe plus de 7000 personnes sur un Slack. On pourra aussi expliquer ce qu'est le No Code après. Et j'ai posé la question, vous conseillez quoi comme outil de newsletter pour se lancer rapidement, juste pour tester et se faire la main? Et on m'a recommandé Substack et Review, qui est l'éditeur de Twitter. Et moi, j'ai démarré avec Review simplement parce que
c'était hyper facile et qu'en plus, ça me demandait absolument aucune compétence ou autre en termes de design. J'avais pas à faire des templates, j'avais pas à faire tout ça, ce que je voulais pas faire en fait. Vraiment, je voulais juste me concentrer sur de la curation et de la rédaction. Donc, ça a été l'outil que j'ai choisi au démarrage. D'accord. Et tu l'utilises encore? De mémoire, spontanément, j'avais l'impression qu'ils avaient arrêté ça, mais c'est peut-être une erreur totale. Non, Ça continue. Ouais, ça existe encore. Ouais, j'en suis plutôt satisfait. Ok. Et donc, en fait, techniquement, parce que là, c'est intéressant, tu vois, je pense que tu es le premier que je connais qui l'utilise, donc avoir un peu ce retour, c'est que tu uploads ta base d'un fichier Excel, tu choisis un template, tu choisis la publication, la périodicité, puis après tu crées un bouton nouveau et tu crées le contenu et c'est parti. C'est encore plus simple que ça. Et pour certains, c'est trop simple. Vraiment, ça va dépendre des ambitions de chacun peut-être et de la manière dont ils se projettent par rapport à leurs médias ou à leur newsletter. Mais tu te crées un compte. Si tu as déjà un tableau, une liste Excel ou Airtable ou autre avec des emails d'une première newsletter, tu la charges. Et il n'y a pas vraiment de choix dans le template. En gros, tu en as deux. Mais c'est ridicule, quoi. Le titre, il est en haut, il est en bas. Enfin, je schématise, mais c'est pas plus comme ça. Ouais, c'est ça. Tu charges une image pour un petit logo et ensuite, c'est parti. Tu peux juste changer la couleur, je crois, du surlignage quand il y a des liens hypertextes. Et ça fait le job. Et tu vois, dernièrement, j'ai régulièrement des retours de mes lecteurs et je parle de plus en plus parce qu'une partie de mes lecteurs sont des personnes en charge de la communication ou du marketing dans le secteur du vélo. Parce que en réalité, une partie de leur veille, elle est faite par moi-même. C'est plutôt des gens qui ont l'habitude d'utiliser des outils plutôt de mailing marketing et ils trouvent ça très propre et ils sont assez contents en tant que lecteurs d'utiliser ça. Donc, j'ai pas de raison de changer aujourd'hui pour cette raison-là. Ouais, clairement. Et puisque en fait là, c'est vraiment le contenu. Et ce qui peut être intéressant, c'est quand là, tu as un modèle économique sur cette newsletter. C'est quoi l'objectif du Concentré Vélo? C'est là que j'en apprends. C'est là où je me sens un peu imposteur quand je viens te parler aujourd'hui. C'est que c'est nouveau pour moi. Les 6 premiers mois, je l'ai vraiment fait pour le fun, quoi. Vraiment pour le fun et parce que j'ai Parce que tu probablement. la faisais cette veille en fait, et tu la Ouais, je la faisais. faisais exactement. Je la faisais, je la consommais et j'ai toujours écrit. Bon, imaginez à la Cour des comptes les lignes et les kilomètres de lignes que j'ai dû écrire, mais c'était pas forcément pour le fun. Ouais. Mais à titre perso, j'ai l'habitude de documenter mes apprentissages et tout ça, donc j'avais pas de problème à faire ça. Par contre, lorsque Creatis, on est rentré en contact, donc un incubateur qui lançait un programme pour les médias innovants et émergents, et notamment la verticale newsletter. J'étais surpris de penser qu'on pouvait penser que j'allais faire un média. Voilà, j'ai des amis journalistes et à aucun moment j'imaginais avoir lancé un média. Non, vraiment pas. Et donc cette période-là de 3-4 mois, ça m'a vraiment permis de me professionnaliser et de comprendre les mécaniques, notamment de monétisation d'un média. Donc aujourd'hui, mon modèle, c'est du sponsoring. J'ai 1 à 2 sponsors, notamment un assez fidèle qui s'appelle, je sais pas si je peux le citer, mais en tout cas, qui s'appelle 15, qui est le leader européen des vélos partagés, qui m'aide en fait, qui me finance et avec lesquels on crée des partenariats. Et puis quelques sponsors un peu plus ponctuels qui ont envie de tester la plateforme. Et puis à côté de ça, c'est aussi ce qui est nouveau pour moi, c'est que j'ai découvert que ma manière d'écrire et la stratégie de contenu que je pouvais mettre en place pour un média qui vise vraiment à informer, pas autre chose, ça pouvait aussi être utile à des marques ou à des services dans le secteur du vélo. Et donc, j'ai des missions d'agence. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, j'imagine. Ouais, des missions d'agence. Si, c'est le modèle d'agence où, en fait, on peut venir te voir et quelque part, tu peux créer du contenu, soit pour un de leurs annonceurs, soit, pour différents trucs, mais ton ton et ta plume peuvent être utilisés. Et donc là, pour le moment, tu fais ça tout seul. Je fais ça. À ce stade. Ouais, je fais ça quasiment tout seul. J'ai une amie qui relit chaque édition. Et ça, c'est extrêmement précieux d'avoir quelqu'un qui va corriger les fautes d'orthographe. Il y en a toujours, quoi qu'il arrive. Et je pense qu'on peut pas, ça doit pas être tabou, c'est une réalité. C'est comme ça. Non. Alors sinon, tu peux faire comme Romain Dessalles de TTSO où à chaque fois qu'il faisait une faute, en fait, il s'engageait à donner à la Croix-Rouge derrière. Donc, le mec un peu scrutait de près chacune de ses newsletters. Et oui, on fait tous des fautes, c'est pas hyper grave. Mais à part ça, tu fais pas appel à des journalistes, des pigistes. Pour le moment, 100% du contenu, c'est soit de la curation, soit quelque chose que tu écris, que tu éditorialises. Ouais, exactement. Ma newsletter est une revue de presse avec 2 parties. Une première qui est un édito, vraiment dans lequel soit je vais m'engager sur un sujet, soit je vais apporter un regard, un éclairage, sur l'alimentation ou des gros sujets. Ouais, un étonnement sur la situation ou autre. Et puis ensuite, chaque article, il y en a 10 à peu près dans chaque édition, qui sont classés par les grandes catégories politique cyclable, économie, industrie, tourisme et autres, innovation. Là, moi, je vais commenter en quelques lignes l'article que je partage et
avec un ton qui est... alors, c'est du mal à expliquer le ton que j'utilise, mais on va dire un ton un peu badin, un peu pince sans rire. Pas à la tech trash. On peut pas il n'y a pas meilleur qu'eux, mais en tout cas, c'est un ton un peu différenciant et c'est une partie de moi-même que je m'autorise à révéler et être comme ça sur cette newsletter. Ouais, et puis c'est bien, de toute façon, il faut avoir un ton dans une newsletter si c'est juste pour faire pour le coup de la curation, mais pas d'analyse, ou en tout cas le ton, c'est ce que les gens viennent surtout pour la régularité, quoi. Si tu veux lire régulièrement, t'as intérêt à avoir ça. T'as combien de lecteurs aujourd'hui, de personnes qui sont inscrites à ta newsletter? Alors, je viens d'atteindre les 3000 il y a quelques jours. Donc, vraiment, je m'adresse à une niche et j'ai un Ouais, taux tu l'as d'ouverture. dit, ouais, pardon, je te coupe sur le Non, taux je t'en prie, d'ouverture. c'est un taux d'ouverture qui est, et celui-là, c'est vraiment ma grande fierté de petit entrepreneur média. C'est mon taux d'ouverture qui est supérieur à 60%. Ouais, Alors, c'est beaucoup. peut-être que parce que je n'ai que 3000 abonnés, c'est aussi possible. Moi, j'ai pas assez de recul et pas ton expérience, par exemple, pour essayer d'évaluer si c'est normal et classique ou pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de garder un maximum. Non, c'est bien, mais surtout, c'est très niche, comme tu l'as dit. Donc, la preuve, c'est que même avec 3000 abonnés, tu arrives à avoir des sponsors. C'est bien quand même, quelque part, que tu arrives à montrer que ceux qui te lisent sont les professionnels dans les directions marketing, communication, etc. Et comment t'es allé les chercher, ces 3000 personnes? Tu l'as dit tout à l'heure, j'avais une base qui traînait, mais entre un blog qui parle de vélo d'occasion et là, une typologie de lecteurs qui sont plutôt dans des directions comme marketing, etc. Donc, un truc un peu niche, très B2B presque. C'est pas la même base. Non, c'est pas la même base. Et c'est un peu, c'est le hasard aussi. Hein. C'est en rencontrant mes abonnés, en découvrant les adresses mail de mes abonnés, parce que c'est une mine d'informations de voir les arrobas avec le nom d'une entreprise. C'est quand même hyper intéressant. Tu croises ça avec LinkedIn et tu as le portrait robot de ton lectorat. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour l'anecdote, mais pas pour inviter les gens à aller voir mon compte LinkedIn, mais j'ai documenté les 19 techniques d'acquisition que j'ai pu tester. Et au départ, j'étais un peu gêné de parler de techniques d'acquisition pour un média, jusqu'à ce que je passe par Creatis et que j'assume qu'un média, c'est un produit qui vise à apporter de la valeur. Je dis ça parce que les journalistes avec lesquels j'ai pu parler, qui étaient avec moi chez Creatis, ils étaient encore plus gênés que moi, quoi, de penser. Ouais, mais c'est un problème de culture. C'est un truc qu'on évoque assez souvent ici. C'est vrai que, mais nous, moi qui suis plus côté, en fait, où on aide justement les éditeurs à grossir le côté produit, marketing, etc. C'est presque des e-commerce avec un tunnel de conversion, c'est des call to action, de la B testing, de l'acquise, tout ça est très scientifique avec de la data, etc. Donc il faut le comprendre. C'est sûr, quand tu es un journaliste, c'est plus dur parce que c'est quelque chose que tu connais pas à la base ou qui te paraît un peu sale entre guillemets, tu vois. Alors je pense que c'est en train de changer, mais moi je trouve le côté transparence que tu as sur LinkedIn, expliquer tout ça, au contraire, je trouve ça hyper déjà bien de partager. Deux, ça montre un peu ce qu'il faut faire, et ça n'enlève rien à la qualité du contenu, en fait. C'est pas parce que tu expliques que tu fais du marketing et tu fais de l'acquise que tu fais de manière moins sincère ou spontanée, tu vois. Faut pas avoir... Non, mais c'est bien de l'entendre et de le redire. Non, mais c'est vrai, voilà. On est nombreux à avoir ce biais-là ou à penser qu'il faut être très gros pour s'autoriser ça, alors qu'on en reparlera peut-être, mais je passe plus de 50%, voire 60% de mon temps du concentré vélo à faire ça, en fait, à travailler ça. Donc, comment je m'y suis pris très rapidement et très rapidement. Bon, j'ai pu rapidement dessiner un peu les portraits robots, les personas des gens qui me lisent. Et puis, ce qui a bien fonctionné, c'est le bouche à oreille, c'est 60%, 65%. Je ne sais pas d'où viennent les gens. C'est traqué dans Review et il est incapable de me dire d'où ils viennent. Voilà. Donc ça, c'est un peu classique, je pense, pour une newsletter d'avoir ce côté capillarité, évangélisation par ses abonnés. Et le deuxième, j'ai fait pendant les élections présidentielles une série ça s'est beaucoup fait dans beaucoup de médias, mais mes 10 propositions si j'étais président de la République, en invitant des leaders d'opinion. Je vais utiliser cette expression-là qui est pas très bonne, mais d'autres diraient des influenceurs. Voilà, des chevaux de Troie, on appelle ça comme on veut, qui étaient assez représentatifs finalement de ma communauté, ou de mon audience plutôt. Et donc, forcément, ça a aussi attiré les gens qui les suivaient en découvrant qu'ils avaient pris la parole dans mon média, ils se sont abonnés. J'ai testé, ça je le partage en retour, Facebook Ads. Ouais. Donc c'est un très très bon moyen d'acquérir des nouveaux abonnés et c'est un très très bon moyen de tuer son taux d'ouverture parce qu'en fait ce sont pas des gens qualifiés. Enfin, on croit qu'ils sont qualifiés parce qu'ils répondent aux mots-clés qu'on a. Alors
Ça dépend des médias. Ouais, puis sur Facebook, tu as quand même alors je sais pas si ça le fait encore, j'ai pas dans les mains dans le cambouis là-dessus, mais les lookalikes où tu peux uploader ta base d'abonnés et ils vont chercher, eux, leurs jumeaux statistiques, donc ils répondent aux mêmes critères, donc normalement, c'est plutôt qualifié. Après, Oui, tu as l'autre côté où tu fais vraiment du ads en disant je veux des gens qui sont à Paris, qui aiment le vélo, etc. Et c'est ça. peut-être un peu moins quali. Mais le look-like, il te faut quand même une base assez importante. Et quand je m'étais lancé, je l'avais pas assez. Ouais. Donc, c'était un peu difficile. Donc voilà, je recommande de le tester pour comprendre la mécanique. Là aussi, c'est juste un apprentissage. Mais derrière, pour moi, en tout cas, j'ai jamais trouvé la base suffisamment qualifiée pour à la fois avoir des abonnés et en même temps des abonnés fidèles, qui est quand même l'objectif. Donc sur Facebook, les mecs s'inscrivaient, mais grosso modo, la lisaient pas, l'ouvraient pas, etc. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Et puis le dernier canal qui est tout récent, c'est j'avais de plus en plus de chefs d'entreprise ou de personnes qui me lisent, qui me suivent sur LinkedIn, qui me demandaient mais comment on fait pour bosser dans la filière vélo. Donc ça, sur le coup, ça fait vraiment des mois qu'on me pose la question et des mois que je réponds comme je peux. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une attente particulière. Donc j'ai lancé un énième produit à Connex, à Concentré Vélo, qui est un site d'emploi en fait dans le secteur du vélo, tout simplement. Et les alertes d'emploi, c'est maintenant une nouvelle catégorie dans le Concentré Vélo. Dans la newsletter. Voilà, donc ça apporte de la valeur à la fois à ceux que ça intéresse et en même temps, ça apporte des nouveaux abonnés qui, de toute façon, s'ils veulent bosser dans la filière vélo, c'est aussi mon but, c'est d'avoir des gens vraiment qualifiés et qui ont envie de s'y investir. Ils sont en recherche d'informations telles que je les partage. D'accord. Et où est-ce que tu les sources? C'est parce qu'en fait, lancer un job board, c'est bien sur le papier, mais il faut avoir le volume, il faut les avoir, les annonces. Tu les as, tu vas les chercher, tu crawles sur LinkedIn, ton réseau, tu as fait à chaque fois des appels dans la newsletter, vous avez des posts, machin? Alors, en fait, j'ai construit ce job board en public. Donc, j'ai appliqué la méthode qu'on a dite building public du début à la fin. Donc, en expliquant le projet. En expliquant, voilà, mon hypothèse de cible, c'est ça. Mon hypothèse de problème, c'est ça. Mon hypothèse de solution, ça sera ça. C'était une quinzaine de posts LinkedIn. J'ai embarqué de plus en plus de monde. De plus en plus de monde m'ont lu, m'ont suivi, m'ont essayé de m'aider. Notamment des boîtes qui ont déjà leur job board et qui voulaient m'aider en me disant tombe pas dans ce panneau-là, fais comme ci, fais comme ça. Et donc, j'ai pu construire une plateforme qui répondait aux attentes des recruteurs comme des candidats, en tout cas tels que moi je les avais entendus et reçus pendant cette période de publication et de brainstorm en public, on va dire. Et ça a été mes premiers annonceurs, mes premiers recruteurs. Et ensuite, parce que ma base d'abonnés sont des professionnels du secteur, en fait, ça se répand assez facilement, plus rapidement. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai pas vraiment de difficulté à trouver des annonceurs, sachant qu'une offre est payante, par exemple. La gratuité, c'est uniquement pour les offres pour les étudiants et pas pour le reste. C'est un choix d'ailleurs. On n'est pas sur un podcast d'emploi, mais c'est un choix pour essayer d'avoir des employeurs qui sont qualifiés, qui veulent vraiment investir dans leur recrutement, et même si le prix est marginal. C'est plutôt sur la masse des visiteurs pour vraiment réussir à faire l'offre et la rencontre, qui est plus complexe et sur lequel je continue de travailler. D'accord. Et puis ça, donc tout ça alimente en même temps la newsletter, etc., l'écosystème. En fait, ce qui est intéressant, tu vois, en y réfléchissant, c'est que tu as un média, mais en fait, tu as lancé la diversification un peu en même temps. Tout s'alimente et tout grossit comme un écosystème, quoi. Et grâce à mes abonnés, c'est-à-dire que tous les trimestres, je lance un sondage, mais ultra court, parce que je déteste les sondages à 15 questions. Donc, c'est vraiment 2 ou 3 questions, pas plus, qui sont pas toujours les mêmes. Et c'est eux qui m'expliquent ce qu'ils attendent, ce qu'ils comprennent pas, ce que je pourrais mieux faire. Et donc, je teste. Donc là, j'ai également lancé un podcast parce que j'ai une partie de mon audience qui est plus jeune, on va dire 25-45, qui sont à la recherche de contenu audio. Et donc, on a testé. J'ai lancé une première saison de 5 épisodes sur un problème spécifique, toujours avec cette approche problème et pas solution. Et donc, le problème du développement du vélo dans les territoires, avec des retours d'expérience d'élus, de techniciens et de chercheurs. Donc, c'est assez cool de tester ça. J'en ai d'autres qui sont plutôt à la recherche de lectures inspirantes ou divertissantes. Donc, là, c'est probablement plus un sujet d'ego, mais j'ai lancé une newsletter estivale c'est une saga, en fait. C'est 10 chapitres d'un récit un peu fantastique sur le vélo que j'offre à mes lecteurs. C'est pas grand-chose et je voulais tester. Est-ce qu'il y a de l'appétence pour ça? Est-ce que des gens ont envie de recevoir un chapitre tous les jeudis dans leur boîte mail pendant l'été? C'est toi qui écris là, donc là plutôt en mode... Non,
Non, non. Non? Non, du coup, j'ai besoin d'aide. Par exemple, ça, je peux pas l'écrire. Enfin, je pourrais le faire, mais j'arriverai pas à tout faire, en fait. Et je suis même pas sûr que ce soit là où je sois le meilleur, donc autant pas le faire. Mais tu Donc, j'ai pourrais trouvé. avoir l'envie, en tout cas, parce que là, on parle plus d'écrire en mode Ouais, roman, là, quelque part. C'est un roman ouais, ouais. chapitré, etc. Non, non, Donc t'as là, raison. t'as trouvé quelqu'un, là, en fait C'est la rencontre. J'ai rencontré une autrice qui m'a dit: «Ouais, j'adore faire ça, rédiger». Je lui ai dit: «Tu aurais envie d'écrire sur le vélo, quelque chose avec le thème du vélo?» Elle m'a dit: «Oui, bien sûr, je rêve d'être édité». Je lui ai dit: «Moi, je pourrais malheureusement pas t'éditer, en papier, mais avec plaisir pour faire découvrir ton travail à mes abonnés». Et le podcast, il s'appelle Hermano. Il a l'habitude de faire des podcasts. Et du coup, moi, je suis juste là, entre guillemets, on s'assure qu'on est aligné sur le sujet, l'approche. Et ensuite, excuse-moi l'expression, c'est une machine, il fait ça super bien. Et donc, je préfère le laisser faire que Ouais, moi essayer de m'y mettre, quoi. et te concentrer sur ce que tu fais. Donc à chaque fois, des sujets un petit peu différents. Tu l'as dit un peu en préambule, toi, t'es pas sur le Tour de France, etc. Est-ce que parce que en préparant l'épisode, j'ai quand même regardé un peu l'offre de médias sur le vélo. Il y a quand même pas mal de choses. On sent quand même qu'il y a un shift depuis quelques années avec pas mal de médias sur ces fameuses mobilités douces. Il y a le Parisien, donc avec Aurélien Viers, je sais pas si tu connais, qui s'occupe de cette rubrique notamment, qui fait plein de tests. T'as Vroom sur Numérama, t'as Pédale de Sopress avec Society. Comment tu te différencies? Et sans parler de tous les blogs sur le vélo taf, etc., C'est qui ce est un que, grand sujet récemment. ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que moi, au départ, j'ai voulu me différencier plutôt des blogs. Parce que c'est que j'avais un blog sur le vélo Tu l'as fait. et je l'ai fait. Le passage par, j'ai vu les limites, j'ai vu que j'étais pas capable d'aller au-delà pour X ou parce que juste, au bout d'un moment, voilà, j'arrivais plus. Et le passage par Creatis m'a permis de comprendre comment se différencier, comment professionnaliser ça, comment aussi assumer, d'essayer de, sans parler de rentabilité, mais en tout cas de monétiser et de valoriser son travail pour grandir en fait, pour être meilleur. Comment réinvestir ça aussi pour continuer sa croissance. Et donc, j'ai commencé par me différencier surtout des blogs. Et puis, pour ce qui est des médias, en fait, je ne m'étais pas trop posé la question. D'abord parce que c'est difficile de trouver un média spécialisé sur les mobilités vélo sans aucun mot sur le cyclisme sportif. D'autres te diront que si, il en existe à droite, à gauche et autres, mais c'est pas vraiment le cas. Il y a énormément de niches dans le vélo. Tu as le tourisme, tu as l'innovation. Tu parlais des tests Ouais, produits, techno, ouais, bien très sûr. tech, voilà. Tu vas avoir tout ce qui est collectivité, tout ce qui est start-up. Et il y a déjà des médias, on va dire, professionnels, B2B, qui fonctionnent. Et en quelque sorte, je suis un méta, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais je suis un méta média pour eux, puisque j'alimente leur travail. Je le sais parce qu'ils sont abonnés à ma newsletter. Je le sais Ouais. parce qu'ils me font le retour, que bah, ils sont toujours intéressés de découvrir une actu en Inde sur le vélo qui peut alimenter un papier pour eux. Donc, aujourd'hui, on peut pas vraiment parler de concurrence. Ça reste encore très, très niche. Et je pense qu'il y a plein de médias qui testent des choses. Je pense que le Parisien, avec leur vidéo Biclou, qui marche très, très bien, Ouais. voilà, ils sont un très bon exemple d'expérimentation sur le sujet. Et on voit de plus en plus de rubriques mobilité, voire vélo, dans des plus grands médias. Je crois qu'en ce moment, il y a France Inter, je crois, qui fait 5 minutes tous les jours sur le guidon et le vélo. Donc, c'est des choses qui arrivent, qui sont en train de grandir. Ouais, clairement. Et c'est intéressant, en fait, ton positionnement, au final, très pro et très méta, comme tu dis. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu pourrais rendre payant. Tu vois, je sais pas, j'avais fait un épisode avec Contexte où il y a Axios Pro, que tu dois peut-être connaître. Il y a Reuters qui vient lancer une nouvelle offre un peu directe, Reuters Insights, pour $2 500, donc sur des verticales. Alors, je sais plus sur quelle première verticale ils se lancent, mais tu pourrais, tu as un peu ça en tête quand je te parle de ces médias-là, de Bien devenir une sûr. espèce de référence et de vendre assez cher au final quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs parce que bah, tu es le seul à réussir à dénicher ça, à avoir montré le truc, etc. Tu vois un peu cet avenir pour le concentré vélo? D'ailleurs, attends, je dis le concentré vélo. Comment t'appelles ton projet? Le concentré vélo. C'est le concentré vélo. Ouais. C'est le vaisseau amiral, c'est la bannière. C'est la marque en fait C'est aujourd'hui. la marque. J'ai compris que c'était une marque et que je pouvais dupliquer en podcast, le podcast vélo, en job board, le job vélo. Voilà. Ok. Voilà, c'était juste l'aparté. Mais donc, ouais, sur ce futur où assumer ce positionnement pro. Je crois que là aussi, c'est lié à mon ego. Je serais frustré de devoir perdre une partie de mes abonnés parce que mon média devient payant. Donc, c'est très égocentrique probablement, mais les taux de conversion quand on passe d'un média gratuit au payant du jour au lendemain, c'est faible, c'est au maximum 5-6%. Snowball peut-être fait pas des records, mais Ouais, voilà, c'est ça, ouais. c'est plutôt rare. Je pourrais
dupliquer, me dire je crée une nouvelle verticale encore plus professionnelle sur le sujet, mais je crois que j'atteins aussi les limites du plaisir que je prends. Si je devais faire 3-4 newsletters dans la semaine, j'en prendrais, enfin, je prendrais plus le plaisir que j'ai aujourd'hui. Et enfin, et ça c'est lié à ma personnalité, je fais pas partie des entrepreneurs visionnaires. Je suis très ou trop terre à terre, c'est-à-dire j'essaie de résoudre le problème que j'ai sous les yeux maintenant. Moi, en ce moment, je viens d'atteindre les 3000. Mon but, c'est de faire les 5000 avant la fin de l'année. Donc, c'est beaucoup plus que ce que je peux faire, que ce que j'ai fait en 1 an et demi. Mais c'est vraiment mon but et je vais me concentrer là-dessus, quitte à peut-être passer à côté d'opportunités. Et donc, voilà pourquoi je vois pas plus loin aujourd'hui. Mais c'est mon tempérament qui veut ça. Ouais, bien sûr. Et puis après, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise voie. Hein. Donc, tu vois, c'est pas parce que ça peut très bien, en arrivant à 5000 ou 10 000, d'autres rencontres font faire en sorte que des gens t'approchent, etc. Tu vois, je pense pas que ce soit un défaut ou machin, tu vois. Mais c'est vrai qu'en tout cas, tu parlais de Lean Startup et donc c'est quelque chose, en fait, que toi, t'as aussi, tu vois un peu des choses un peu au quotidien. Mais moi, je sens la manière dont tu le décris avec cet écosystème, que, tu vois, un peu à la Magma, quelque part, t'es sur un truc, où il pourrait y avoir une valeur, que tu sois la lettre professionnelle de cette industrie, etc. Et que c'est quand même une belle industrie. Hein. Je pense qu'ils sont... Il y a des gros chiffres de croissance. Alors, je les ai pas du tout en tête parce que c'est pas un sujet que je regarde, mais j'ai vu passer des articles sur les Échos. C'est des industries qui vont très bien, qui se développent bien, notamment en France. Je sais pas s'il y a une lettre pro déjà là-dessus. Il y en a une ou deux déjà sur les mobilités de manière générale. Sur le vélo sur le vélo simplement non, mais sur les mobilités oui ça existe et c'est souvent d'ailleurs des agences de RP en fait qui proposent ces newsletters et à voir. En tout cas, pour le moment c'est pas toi pour le moment tu te vois rester dans ce modèle un peu gratuit B2B, B2C en tout cas, tout le monde peut lire et être intéressé. Et voir comment ça évolue. Écoute, c'est pas mal non plus. Hein. Ça évite aussi les déceptions. D'ailleurs, je me posais la question, dans le secteur des startups, on commence à entendre certains parler de slow produits, tu sais, des produits à croissance lente. Je me demande si, d'une certaine manière, je m'inscris pas dans ce type de média qui a pas d'autre ambition que de grandir à son rythme, à son échelle, sans devoir recruter, sans devoir gérer, tu vois. Et alors, certains diraient que c'est pas ambitieux. Moi, au contraire, je pense que c'est mon ambition, c'est de pas faire que ça et de pouvoir me consacrer à côté à faire d'autres choses. Mais oui, je crois que c'est un peu... Et regarde, on parlait de TTSO sur l'orthographe. Lui, clairement aussi, c'est un truc qu'il assume. Il a pas envie de... Tu vois, c'est des beaux modèles et puis qui sont rentables. Après, je sais pas aujourd'hui combien tu vends en sponsoring. En tout cas, t'en vis de ça, du concentré vélo. Ça te fait vivre aujourd'hui? Non, pas encore suffisamment. Pas suffisamment, notamment parce que je vis, on l'a peut-être dit ou pas, mais je vis à New York depuis 6 mois. Et donc, le niveau de vie new-yorkais est différent du niveau de vie parisien et différent du niveau de vie lyonnais ou de Verdun. Et pourquoi t'es à New York? J'ai suivi ma femme qui a été mutée là-bas. Et ça a été pour moi le bon moment pour me lancer, pour tester est-ce que je suis capable d'être entrepreneur et de faire des missions de freelance à côté. Et c'est des choses dont certains rêvent. Moi, je rêve pas de faire du fromage ou de devenir agriculteur. Je rêvais de me lancer à mon compte et d'essayer de trouver des clients. Enfin, je suis quand même fonctionnaire à la base. C'est pas mon métier, tu vois, d'aller chercher des clients, d'aller chercher des usagers et tout ça. Donc, je suis très, très heureux de vivre ça aujourd'hui. Mais en tout cas, pour l'instant, non, j'en vis pas et je continue mes missions de freelance à côté. Bon, écoute, top. Donc t'en vis pas encore, mais pour revenir au slow produit, moi je pense que small aussi is beautiful. Hein. Il y a plein de voies différentes et tu peux avoir un beau projet dans lequel t'as pas envie de trop grossir. Et c'est pour moi pas un manque d'ambition, mais plutôt une question d'alignement par rapport à ce qu'on a envie de faire. Tu sais, pour Cosa Nostra, on a atteint les 100 personnes. C'est aussi d'autres emmerdes qui arrivent. Hein. Clairement, quand t'arrives à un certain niveau, c'est d'autres sujets. Donc peut regretter parfois, mais en fait, après, c'est différents types d'aventures, tu vois. Et je pense pas qu'il y en ait un qui prévaille sur l'autre. Et juste pour compléter là-dessus, tu vois, chez Betagouv, le cœur de ma mission, c'était quand même de lancer des équipes, des petites équipes, lancer des produits. Et je crois que c'est ce que j'aime le plus. Il se peut aussi qu'un jour, j'ai l'impression d'avoir fait grandir un peu trop vite. Et donc, je verrai si je vais continuer d'apprécier ça ou au contraire, j'aime ce côté un peu commando. Comme tu te dis, tu démarres sur Review, tu fais pas de benchmark, tu perds pas de temps, quoi. Tu y vas, tu te lances, tu vas chercher tes utilisateurs, tu mets 50 € sur Facebook, tu vois ce qui se passe, tu mesures et puis tu avances comme ça. Ça, j'aime ça, tu vois, c'est vraiment ce qui me plaît. C'est vraiment faire passer de 0 à 1, comme on dit dans l'entrepreneuriat, tu vois. Après, passer de 1 à 10, de 10 à 100, c'est d'autres profils, c'est d'autres
Peut-être, ouais. C'est d'autres aventures. Très clair. Écoute, je voulais juste dernière question. Comment tu vois un peu le futur? Donc, a priori, tu le vois pas, alors tu le vois futur très proche, tu m'as dit chercher 5000 abonnés. Tu ne te vois pas forcément passer en modèle payant sur la presse pro. C'est quoi alors le futur du Concentré Vélo? C'est quoi le futur du Concentré Vélo? C'est une saison Tes 2. rêves les plus fous, tu vois, en tout cas, Moi, parce que tu as parlé de modèle. Quand je vois ce que fait Axios, par exemple, alors certes, ils ont un modèle différent, mais j'aimerais beaucoup rester sur le format newsletter, parce que c'est vraiment et podcast, c'est vraiment ceux qui me plaisent le plus. Et j'aimerais pouvoir déployer des verticales, parce que, tu vois, j'ai 10 thèmes, j'ai une vingtaine de thèmes en tout, et 10 dans chaque édition. Et donc, je connais les taux de clics par thème. Je sais les sujets dans lesquels il y a quand même une appétence qui semble plus importante. Et donc, d'une certaine manière, je reviens un peu à ta proposition, mais j'aimerais déployer peut-être sous d'autres formats ou avec des contenus un peu différents sur le tourisme, sur l'innovation dans le secteur du vélo. Mais il faut trouver les moyens d'être différenciants. Ça sert à rien de refaire ce que font les autres et quand ils le font mieux. En tout cas, c'est mon point de vue. Ouais. Donc, mon hypothèse, c'est que c'est pas moi qui vais le faire. Je vais pas avoir au sens où c'est moi qui vais rédiger. Et je fais assez confiance aux rencontres dans la vie. Je fais assez confiance aux gens. Donc là, je rencontre des gens qui viennent me voir, qui sont intéressés. Et on va tester probablement à une petite échelle et on verra si ça passe, si on a des bons retours et si on a envie de continuer de travailler ensemble et grandir. Donc là, le podcast, c'est un peu... Peut-être que ce podcast aussi servira. Je sais pas s'il y a des gens qui écoutent cet épisode, qui ont des idées de développement pour le Concentré Vélo, ils peuvent te contacter. Je mettrai tes coordonnées. De toute façon, on te trouve où? Sur LinkedIn, sur Twitter, Principalement sur LinkedIn. C'est top. Donc ça, les gens pourront te trouver. Dernière chose pour conclure cet épisode. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Alors que ce soit dans le monde du vélo ou pas, ou un film, une série, un podcast, un site marrant que tu as vu. Ce que tu veux. Ok. T'en as pas là tout de suite? Non, j'en ai pas. Mais pourquoi j'en ai pas? T'as dû forcément voir des trucs. Ouais. Si, moi je trouve par exemple dans le vélo, il y a un garçon qui fait des vidéos vraiment cool sur YouTube. Il s'appelle Altisplay. Il a une particularité, c'est qu'il porte un masque. Les masques, tu vois, anti-Covid, quoi, mais avec une tête de mort, ce qui paraît très très bizarre. Ouais. Et il vulgarise les politiques cyclables, les aménagements cyclables, avec son ton à lui, toujours sur son vélo. Et il le fait plutôt bien, de manière assez différenciante. Et ce qui me plaît dans sa manière de faire, c'est que c'est aussi parce que derrière tout ce que je fais, en réalité, il y a une mission qui est de mettre les gens sur un vélo. Enfin, clairement, mon but, c'est de rendre ceux qui essayent de faire ça dans leur entreprise, leur collectivité ou leur assos, d'être encore meilleurs en les alimentant d'informations utiles. Et donc, lui, je trouve qu'il le fait très bien pour sa communauté. Donc, voilà, je trouve que c'est un influenceur YouTube qui mérite un petit éclairage. Donc, répète-moi, Altisplay, t'as dit? Altisplay, exactement. Bon, et écoute, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent aller découvrir ça. Écoute, merci beaucoup, Léry. Merci à toi pour l'invitation. Merci pour tous ces pro tips. Donc, je le redis, tu communiques pas mal sur toute cette aventure sur LinkedIn. Donc, si vous êtes... ça vous démange de démarrer quelque chose, une newsletter, un média, que voilà, vous cherchez un peu des tips pour démarrer, technique, acquisition ou quoi que ce soit, Léry s'est lancé, ça marche plutôt bien, même si c'était pas encore arrivé, qu'il reste du chemin, en tout cas suffisamment pour que tu aies la patate et envie de continuer. Grave. Ça se voit, ça se sent. Donc n'hésitez pas à le contacter. J'imagine que tu es toujours preneur de rencontres, quoi que ce soit. 100%. Voilà, donc je mettrai, comme j'ai dit, vous retrouverez tout ce dont on a parlé dans les notes de l'épisode. Et puis voilà, lancez-vous. Vous n'avez pas grand-chose à perdre. Léry, merci. Merci, à bientôt. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.